J'ai quelques mots, non pas pour me présenter, mais pour dire un mot peut-être de ce que c'est que qu'est-ce que c'est que ce séminaire Montion. Juste une question, le micro est où? Le micro, il est sur la table, c'est ça qui nous... Voilà, donc pour que les gens en ligne puissent t'entendre. Avec impatience pour ce grand sujet, plusieurs personnes ont Montion. Les anciens du CRD se souviennent qu'il y avait une salle Montion autrefois. Et on avait dans la recherche d'images ou de symboles pour les activités communes du GDN, dans le document de stratégie, dit on va avoir plusieurs actions, on ne va pas les reprendre, ce n'est pas le moment, mais l'une était d'avoir des séminaires Montion qui étaient, comme nous le faisons aujourd'hui, des séminaires qui réunissent toutes les chercheurs du pôle clermontois qui viennent du GDN, du CERDI ou de la FERDI, qui sont intéressés par des sujets un peu d'intérêt général et d'actualité. Et donc, cette idée, c'était de créer un milieu de rencontres et de discussions sur ces sujets. Et on avait appelé ça les séminaires Montion. Alors, pourquoi Montion? Je le dis en deux mots. Parce que Montion était un personnage assez exceptionnel, plus connu pour ses œuvres philanthropiques que pour ses travaux, mais bien à tort, parce que ses travaux sont beaucoup plus intéressants que ses œuvres philanthropiques. Et Montion était un intendant général d'Auvergne au XVIIIe siècle, qui s'est notamment illustré dans le début de sa carrière par des activités très intéressantes lors des famines qui ont ravagé l'Auvergne, notamment le Cantal. Il a créé le Food for Work à Saint-Flour. Il a cassé la spéculation en introduisant des informations fausses, d'ailleurs, sur le fait qu'il y a des grains, des grandes quantités de grains allaient arriver, ce qui a poussé des accapareurs à vendre et à calmer la famine de ce point de vue-là. Donc, il était un économiste praticien assez intéressant dans ses activités d'intendant général d'Auvergne. Et puis après cette expérience qu'il a eue, il a écrit. Et il a écrit dans 3 domaines vraiment importants pour nous, dont le premier, qui a été celui qui était l'objet de sa célébrité indirecte, c'est qu'il est le véritable auteur indirect des recherches sur la population de la France qui ont été publiées sous le nom de Meaux. Meaux n'a pas existé, c'est bien établi maintenant, mais c'était sans doute le nom peut-être de collaborateur, je crois que c'est sans doute une composition de Montion et de quelque chose d'autre. Et Meaux a écrit ce livre qui est le premier grand traité d'économie démographique qui a été écrit au XVIIIe siècle, et où notamment il y avait le fameux diagnostic d'une révolution démographique précoce en Europe, en France, je veux dire plutôt, en Auvergne, puisque disait-il, on trompe la nature jusque dans les campagnes, et il y avait c'était extrêmement important, puisque cette révolution démographique précoce diagnostiquée par Montion au XVIIIe siècle a été la cause du retard démographique de la France par rapport à la Grande-Bretagne et des flux d'immigration qui en ont suivi. Et ça, c'était les recherches sur la population de la France, toujours citées sous le nom de Meaux, sont l'œuvre majeure et première de Montion. Ensuite, il a écrit pour les fiscalistes un traité d'économie fiscale sur, comment dit-il, la façon dont les différentes catégories d'impôts agissent sur la morale et l'activité des peuples. Et pour tous les impôts, c'est un trait de fiscalité comportementale en quelque sorte, et c'est bon, tout n'est pas extraordinaire dans ce livre, mais il y a quand même des incitations très, très, très intéressantes. Et puis le troisième élément qui en fait un pionnier de l'économie de développement, c'est qu'il a aussi écrit un ouvrage sur le Tonkin. Il n'a jamais été écrit sur le Tonkin, comme beaucoup d'économistes aujourd'hui font des travaux à travers l'ordinateur sans avoir mis les pieds dans le pays. Mais lui, il a travaillé à partir des notes d'un jésuite qui avait travaillé beaucoup au Tonkin, et c'est un livre sur le Tonkin, d'après tous les travaux, c'est lui qui a, à partir des notes de ce fameux jésuite, réuni ce livre. C'était un travail qui n'était pas d'origine, mais qui était quand même à la fois anthropologique, géologique, géographique, historique et politique. Et donc, il était vraiment pluridisciplinaire. Mais c'est surtout pour
population, le démographe économiste, le fiscaliste, secondairement pour le géographe anthropologue. Donc Montion est un personnage intéressant. Il est fondamentalement auvergnat par son expérience, pour celle du Tonkin, puisée dans la terre auvergnate. C'est pour ça qu'on lui a donné. Et il était très préoccupé de la politique. Il a écrit ici des articles sur des ouvrages pour comparer la façon dont s'étaient comportés les différents ministres des Finances de la France pendant 2 siècles. Enfin, c'était vraiment un homme préoccupé de la politique économique, de ses applications, de ses impacts, et qui avait un ancrage intéressant, local, etc. Voilà, c'était Montion. Et donc, le premier séminaire Montion, c'est Jean-Louis, que nous n'allons pas présenter, puisqu'il se présente lui-même, c'est le président du GDN, sur un sujet fascinant. Et j'ai trop parlé, on va l'écouter. Bon, alors merci à toutes et à tous d'être ici. Donc, je pense que cette présentation va réussir à frustrer tout le monde. Parce que, en tout cas, moi, ma vision du séminaire Montion, ce n'était pas juste pour les chercheurs, c'était aussi grand public. Donc, il y a des gens dans la salle, inclus des membres du GDN, qui ne sont pas des chercheurs en économie. Et donc, il m'est important de pouvoir aussi communiquer et la méthodologie et les résultats à des gens qui ne sont pas des chercheurs en économie. Donc, je vais frustrer les gens qui ne sont pas des chercheurs en économie parce que ça va être trop technique. Et ensuite, les chercheurs en économie qui sont de bien meilleurs chercheurs que moi vont être frustrés parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques de comment on fait, comment on estime nos écarts-types et tout ça. Alors, pour ceux qui sont intéressés par cela, vous m'écrivez à JL Arcan, sans espace, JL Arcan, JLARCAND, @gdn.int, et je me ferai un plaisir de vous envoyer le papier et surtout les supplementary materials. Donc, le papier, il fait, je pense, 14 pages, et les supplementary materials qui en font 40, où vous avez tous les détails de l'estimation. Il y a une erreur c'est un de mes collègues, un de mes co-auteurs qui a fait les slides. Il y a 2 autres affiliations académiques sur le papier, qui sont la FERDI et l'UM6P, en tout cas pour ce qui me concerne. Donc la FERDI d'une part et l'UM6P à Rabat. Donc j'ai 4 affiliations. Et ce papier aussi, pour tout vous dire, on vient de renvoyer la révision à PNAS, donc Proceedings of the National Academy of Sciences. Donc la version Nexus qui est leur revue interdisciplinaire, et Inch'Allah, les 3 référés seront satisfaits par ce qu'on a fait. Alors, mes co-auteurs, donc mes partenaires dans le crime, il y en a 4 autres. Donc, les 2 premiers, Daniele Rinaldo et Rami Alaz. Et donc, Daniele Rinaldo est prof à Exeter, au Royaume-Uni. C'est un de mes anciens doctorants. J'en ai eu 73 des doctorants jusqu'à présent. Donc, ça fait une petite liste. Lui, c'est l'un des meilleurs, qui a fait une bonne partie du travail économétrique sur le papier. Rami Alaz, qui est un autre de mes anciens doctorants, qui travaille à la CNUSED, UNCTAD, donc à Genève, qui plus ou moins est la cheville ouvrière de l'unité palestine à la CNUSED. Le chef formel, c'est un Soudanais absolument magnifique, j'adore le gars. Tout ceci provient de travaux que je fais depuis 4 ans, c'est peut-être même plus que 4 ans, parce que vous savez, j'étais à Genève avant d'être à l'IHUID, avant d'être au GDN. Et donc, on a fait toute une série de papiers sur différentes questions afférentes à l'économie palestinienne. Déjà, il y a 5 ans, on avait fait un premier papier sur la situation économique à Gaza, et regardant l'évolution de la situation à Gaza, ça, je pense que c'est il y a 5 ans maintenant, peut-être même plus. Et la plupart de ces papiers, en fait, donc sortent comme working paper à la CNUSED, et ensuite on fait une version light, vraiment très très light, c'est pour les diplomates. Mon père était diplomate, hein, donc si j'insulte les diplomates, j'insulte mon ascendance, qui donc, en fait, ça finit par être le rapport du secrétaire général des Nations Unies à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc c'est Gutiérrez qui le présente. Donc il y a une réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies chaque année.
sur la question de la Palestine. Et donc, il y a un document donc, où ils reprennent en fait ce que nous on a fait. Donc, ça, je pense qu'on l'a fait les 4 ans de suite. On l'a fait. Alors, d'abord, à la CNUSED à Genève, ils essaient de massacrer le document. Ensuite, on réussit généralement à faire passer avec quelques modifications. Ensuite, ça va à New York. Les Américains et les Israéliens essaient de détruire le document à New York. Et ensuite, finalement, ça sort comme, en fait, c'est une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, incluant ce document-ci en version pour les diplomates, hein, pas en version pour PNAS. Les autres auteurs sont Corey Scher et Jamin, donc qui sont à Oregon State University. Donc, eux, c'est des spécialistes de Sentinel-2, donc du satellite européen. Donc, c'est pour tout ce qui est identification de destruction sur le sol. Ils ont beaucoup travaillé sur les tremblements de terre, etc. Et c'est vraiment des crèmes sur ce genre de travail. Donc, ça a été un travail, en fait, très collaboratif sur les différents aspects donc, de cette question. Et puis vous m'interrompez à n'importe quel moment, hein, si vous voulez des précisions ou si ce que je suis en train de dire ne vous parle pas, d'accord? Parce que je veux que les deux publics qui sont dans la salle soient capables de suivre. Comme vous remarquez, en bon canadien, les slides sont en anglais et ma présentation sera en français. Mais s'il y a des gens qui sont anglophones dans la salle et qui veulent poser des questions aussi, vous posez donc anglais, français, italien, espagnol, portugais, ça marche pour les questions. Alors, le problème principal, c'est quoi quand on étudie le conflit, surtout quelque chose comme le conflit à Gaza, c'est quelles données on va utiliser. Moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes dans ma carrière. J'ai déjà eu des enquêtes où j'ai perdu des enquêteurs. Donc, une enquête au Sénégal, j'ai eu un de mes enquêteurs qui a été tué. Donc, c'était dans un accident de la route. Donc, je sais ce que c'est que de perdre des enquêteurs. C'est pas très gai. J'ai beaucoup travaillé dans des endroits où il y a des conflits. J'ai beaucoup travaillé en Angola. Il y a des mines antipersonnelles dessus. J'ai un papier d'ailleurs sur l'impact des mines antipersonnelles dans l'IDCC il y a quelques années. Je travaillais à Haïti. Quoi qu'il en soit, quand vous êtes dans une situation de conflit, donc imaginez Gaza, si on va pas envoyer des équipes d'enquêteurs sur le. Il y a des gens qui sont bloqués là-bas. Ben, je voyais Philippe là, mais hey, Philippe, viens. Il ne va pas échapper si facilement. Oh, voilà. Donc, je ne vais pas envoyer des équipes d'enquêteurs sur le terrain à Gaza. Donc, ça, c'est la première chose, bien sûr. L'autre chose, évidemment, quand il s'agit du conflit, il y a quelque chose qui est aussi médiatisé que Gaza. Si j'utilise des données palestiniennes, on va me dire que c'est pro-palestinien. Si j'utilise des données israéliennes, on va me dire que c'est pro-israélien. Donc, le but aussi, c'est d'avoir des méthodologies pour évaluer l'impact du conflit. Donc, ça sera relativement circonscrit ce qu'on peut faire en termes de ce qu'on est en train de vraiment de mesurer comme impact. Mais les données, le remote sensing, donc les données à distance, les données satellitaires, c'est difficile de croire que la NASA est en train, par exemple, donc nos données de luminosité nocturne que les économistes, pour les non-économistes dans la salle, les économistes utilisent désormais depuis à peu près 2012 parce que c'est une proxy, je reviendrai là-dessus, de l'activité économique. Difficile de dire que soit l'Union européenne avec les données Sentinelle sur la destruction ou la NASA avec la luminosité nocturne sont en train de trafiquer les données. D'accord ? Et donc ça permet aussi, alors il y a des limitations bien sûr, mais au moins c'est quelque chose où je ne vais pas faire tuer des équipes d'enquêteurs, il n'y a pas un problème où on dit les données ont été trafiquées soit d'un côté, soit de l'autre, et en plus, avec ces données aussi, on a une fréquence temporelle, parce que toute l'idée ici, c'est une méthodologie générale que je vais vous présenter. Donc, on commence là à faire des papiers sur le Liban et sur l'Ukraine. Cette méthodologie peut être appliquée relativement facilement à d'autres situations de conflit. Le type de données, donc l'avantage de ce type de données, que ce soit des désastres naturels ou des désastres créés par les humains, c'est aussi qu'on a une très haute fréquence, une très très haute fréquence. Donc les données de luminosité, comme ça, il doit y avoir des gens dans la salle qui utilisent les données de. Donc l'acronyme en anglais c'est NTL, donc Nighttime Luminosity. Donc c'est fréquence, c'est toutes les 24 heures. Alors évidemment,
nous, on lisse ici. Hein, on va utiliser des données hebdomadaires. Vous pouvez lisser sur des périodes qui sont plus longues aussi. La fréquence est très élevée. D'ailleurs, le premier papier, vous verrez un flash de la publi UNCTAD, de la CNUSED qu'on a faite. On l'a faite 3 semaines après le début de la guerre. Oui, 3 semaines après le 7 octobre. Donc, si vous savez utiliser ces données, il y a un coût fixe pour ceux qui n'ont jamais utilisé les données de luminosité nocturne ou de destruction au sol. Il y a un coût fixe. Vous devez apprendre à utiliser des données géospatiales. Okay, mais une fois que vous maîtrisez Quantum GIS, qui est la version gratos, qui s'intègre très bien dans R. Donc oui, aussi pour les geeks dans la salle, vous m'écrivez, je vous envoie le papier, il y a le lien vers tout notre code est sur GitHub. D'accord? Donc tous ces trucs, tout le code est là. Donc si vous voulez voir vraiment ce que nous avons fait, vous avez tout le code sur GitHub. Mais c'est la fréquence. Okay, c'est la fréquence. Et il va y avoir quelque chose d'intéressant un tout petit peu plus loin dans la présentation. C'est que, en termes de la crédibilité des données, et ça va être un cessez-le-feu, le cessez-le-feu du mois de novembre de 2023, où on a la luminosité nocturne qui remonte après juste une semaine de cessez-le-feu. Donc, la fréquence, c'est quelque chose qui est super important ici pour nous. Voilà, bon, ça c'est les avantages de ces données, ces avantages, la démonstration de l'avantage de ce genre de données pour les situations de conflit, c'est quelque chose qui n'est plus à faire. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'on a des autres papiers aussi, on a un papier en cours aussi sur le mur de séparation. Donc là, le titre, il sera super, ça sera The Wall. Voilà, donc c'est un joli titre pour ceux qui aiment bien le rock. Donc ici, comme vous savez, c'est une question qui est extrêmement controversée. On fait en fait 4 choses dans ce papier. Donc la première, c'est qu'on fait une cartographie. En fait, on a une cartographie mouvante donc de la destruction au sol. Donc ça, c'est avec les données de Sentinel. Ici, on s'arrête en novembre 2024. Hein. Nos résultats pratiquement ne changent pas si on va jusqu'à aujourd'hui, parce que la plupart de la destruction, en fait, qui a un impact économique, déjà après 1 an, voilà, c'est fait, quoi. On a déjà la plupart de l'effet. La deuxième chose, c'est qu'on veut, en fait, donc pour ceux qui font de l'évaluation d'impact, qui font de l'économétrie, le traitement ici, c'est mesure de destruction au sol. Okay, donc ça vient de Sentinel. Le résultat, la variable de gauche, le Y, c'est la luminosité nocturne. Il y a toutes sortes de questions statistiques qu'on va devoir prendre en considération. La troisième chose que ça nous permet de faire, c'est regarder l'hétérogénéité de cet effet de traitement, donc de la destruction mesurée au sol sur la luminosité nocturne. Comme vous pouvez vous imaginer, les différentes parties de Gaza ont été impactées de façon différente. Donc nous, comme vous allez voir dans les cartes, on travaille au niveau de pixels. Ensuite, on peut agréger au niveau administratif que l'on veut. Okay, donc nous, on va agréger à 2 niveaux administratifs pour que tout le monde soit mécontent. D'abord, ce qu'on appelle dans le contexte palestinien des localities. En fait, c'est des municipalités. Donc ça, c'est une façon de le faire. À Gaza, il y en a 33. En Cisjordanie, il y en a 400, je pense que c'est 452. Mais on peut aussi agréger à d'autres niveaux. Donc, par exemple, les Israéliens, ils ont divisé Gaza dans ce qu'ils appellent des zones d'évacuation. Okay, et donc, on peut étudier en fait l'hétérogénéité de l'impact de la destruction de Gaza au niveau géographique que l'on veut. Quatrièmement, on va traduire en fait cet impact sur la luminosité nocturne en termes économiques, parce qu'on va avoir, en fait, on a 2 façons de calculer en quelque sorte un taux de change entre la luminosité nocturne et l'activité au sol, le PIB. En fait, le PIB, d'une part, donc ça, on peut faire ça, on a ce taux de change. C'est très approximatif, évidemment, en termes du PIB. Donc, on regarde des données trimestrielles sur le PIB palestinien, le PIB de Gaza, qui ont été construites dans ce cas par le PCBS, donc l'agence statistique palestinienne. On corrèle ça donc avec les moyennes trimestrielles de la luminosité nocturne. Donc ça nous donne une estimation de ce taux de change en série chrono.
La deuxième façon de le faire, parce que la littérature nous montre en fait qu'il y a des différences dans l'élasticité PIB ou revenu, luminosité nocturne, dépendant de si on travaille à travers le temps ou si on travaille spatialement. Et donc la façon personnellement que je préfère, c'est moi qui ai surtout travaillé là-dessus, c'est de faire du poverty mapping. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous expliquerai, mais c'est là en coupe transversale. D'accord ? Et on réussit à avoir ce taux de change en coupe transversale. Parfois, il peut y avoir des petites non-linéarités. Nous, on n'en a pas trouvé vraiment. Et ce qui est remarquable, en tout cas pour Gaza et pour la Cisjordanie, parce que pour avoir plus d'observations, c'est une bonne idée de travailler pas seulement sur Gaza, sur la Cisjordanie. Les élasticités, donc le taux de change en quelque sorte entre le PIB ou les dépenses, quand c'est en coupe transversale, c'est les dépenses par équivalent adulte. Encore une fois, pour ceux qui font de la micro du développement, vous savez ce dont je suis en train de parler. Pour ceux qui ne font pas de la micro du développement, je vous expliquerai, c'est facile à comprendre. Les élasticités qui sortent sont pratiquement identiques, okay, avec des écarts types qui sont relativement, donc la marge d'erreur est relativement petite. Et donc ça nous permet ensuite de traduire, en quelque sorte, la perte de luminosité nocturne qui, elle-même, est une indication de perte d'activité économique, de le quantifier. Et ensuite, nous pouvons quantifier la perte en dollars, la perte entre octobre 2023 et novembre 2024. Et ce qui est assez rigolo, ou tragique, c'est que le genre de quantification auquel on arrive est semblable à d'autres quantifications qui ont été faites en termes de perte de revenus, de dépenses par équivalent adulte, qui sont un total d'à peu près 2,6 milliards de dollars pour cette année. Ça correspond à 80% du PIB de Gaza d'avant-guerre. Okay, et ça, ce sont des questions importantes. Il y a des écarts types là-dessus. Hein. Il y a des marges d'erreur, évidemment, plus, moins. Mais c'est important aussi du point de vue, parce que les différentes agences internationales, évidemment, ont besoin de chiffrer ce genre de chiffres. Et donc, j'espère qu'on contribue aussi un tout petit peu au débat en termes de ce chiffrage. Oui. Oui. Quand les bombardements commencent, il n'y a pas de l'activité qui se cache et donc qui deviendrait non lumineuse. C'est tout à fait possible. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, probablement, à terme, il y a très très peu d'activité qui peut se cacher, mais tu as tout à fait raison. Il se pourrait qu'il y ait de l'activité qui se cache. Oui, tout à fait. Et je reviendrai sur la question de l'électricité, parce que l'un des référés nous disait non, mais tout ce que vous êtes en train de mesurer, c'est le réseau électrique, la luminosité nocturne. Alors je réponds tout de suite à ce référé, parce que c'est une très bonne question. En fait, une semaine après le début de la guerre, donc Gaza était alimenté de 3 façons. Donc il y avait la centrale, l'unique centrale. Donc, après, je pense, 3 semaines, il n'y avait plus de carburant. Donc là, il n'y avait plus d'électricité de cette centrale. C'est la centrale thermique à Gaza. Ensuite, c'était alimenté par 1, 2, 3, je pense, 4 lignes israéliennes. Après une semaine, toutes ces lignes avaient été coupées. Ce qui a duré à peu près 1 mois, c'est de l'alimentation qui arrivait à Rafah et qui arrivait de l'Égypte. Et ça a mis 1 mois. Et quand on change, mais tu as tout à fait raison, il peut y avoir des choses qui sont cachées. Donc, dans ce sens, peut-être qu'on sous-estime la luminosité nocturne à un moment donné. Mais je pense, une fois, genre 1 an plus tard, il n'y a pas grand-chose qui peut se cacher. Follow-up question? Est-ce que tu as un follow-up là-dessus? Vas-y. Non, c'est juste que ce qui me fait penser à ça, c'est que si tu estimes des élasticités en transversale, la manière de répondre à ça, c'est si tu le fais une deuxième fois plus tard et que du coup ça sera quelque chose à faire. Ça sera quelque chose à faire. Donc il y a pour calculer cette élasticité plus tard, donc il y a un recensement, parce que pour faire l'élasticité en coupe transversale, on a besoin d'avoir une enquête ménage, où on collecte de l'information sur les dépenses des ménages, et on a besoin du recensement. Et donc le prochain recensement, Inch'Allah, on verra bien, le prochain recensement et le prochain, comment ça s'appelle maintenant, PEX, qui est la base de données, les enquêtes ménages standards, d'ailleurs que vous pouvez télécharger, pas le recensement, mais pas les micros du recensement, mais les bases de données PEX sont sur le site de nos amis de l'ERF.
Okay, donc au Caire, donc, qui est l'agence de recherche pour tous les pays du monde arabe, toutes les bases de données PEX sont en libre accès là-dessus. Et tu as tout à fait raison, mais pour ce faire, on a besoin de pouvoir faire du poverty mapping. Je rentrerai dans le détail de comment on le calcule l'élasticité en coupe transversale un tout petit peu plus tard. Donc rappelle-moi de rentrer en détail là-dessus. Et tu as tout à fait raison, peut-être que cette élasticité ensuite a changé. L'élasticité que nous on calcule, elle est basée sur 2 recensements et 2 PEX, 2007 et 2017. Alors évidemment, cette structure aurait pu changer. Okay, et on verra en 2027 ce qu'il en est, si nous sommes encore là. Jean-Louis, ouais. Je reviens à ce que tu as dit. Donc, il y a une autre source qui doit être effectivement les générateurs locaux d'électricité, c'est ça? Oui, ça c'est des groupes électrogènes, ouais. Voilà, c'est ça qui fait qu'il y a une certaine linéarité. Sinon, une fois que c'est coupé, et donc il n'y a plus d'élasticité possible. La luminosité qu'on voit, ça vient des groupes électrogènes, mais aussi de lampes solaires. S'il y a de l'activité économique, il y a de la lumière. Et je pense toutes et tous, vous connaissez ces jolis dessins, ces jolis graphiques où on voit la frontière entre la République de Corée et la République démocratique populaire de Corée, à savoir la Corée du Nord, où il y a une ligne droite. Je fais quelque chose de mal là? Non. Non, c'est bon, je sais pas. C'est une connerie? Non, c'est bon. Ça ne change rien. Ok. Où vous avez une ligne droite, où vous avez toute la lumière au sud de la frontière, et puis c'est tout noir avec un petit point, un petit pipi là pour Pyongyang. Voilà. Ok. Voilà, donc vous voyez, on a même réussi à mettre le monde là-dessus, New York Times. Donc les cartes, c'est des trucs que les gens aiment bien. Voilà, donc les gens disent voici, bâti, détruit ou endommagé à Gaza. Moi, c'est ce genre de carte qu'on va être en train d'utiliser. Ça va être le traitement. D'accord? Ça va vraiment être le traitement. Et il y a plusieurs façons de définir le traitement, je reviendrai là-dessus. Ça, c'était le truc qu'on a fait 3 semaines, qu'on a écrit 3 semaines après le début de la guerre. Okay? Donc, on avait déjà, c'est pour ça, UNCTAD Rapid Assessment. Là, on était vraiment rapide. Donc, ça, c'est sur le site web de la CNUSED. Vous voyez, c'est janvier 2024 et c'était déjà publié. On l'a écrit en 3 semaines. C'est très, très rapide parce qu'on avait tous les codes qui étaient déjà prêts. Et ça, c'est ce dont je vous parlais avant. Donc, ça, vous voyez, c'est Question of Palestine. Ça, c'est des trucs qu'on a fait. Ça vient de notre papier, en fait, de l'estimation initiale de notre papier. Donc, c'est basé sur cette méthodologie, et on a réussi à le faire passer à travers donc la secrétaire générale de la CNUSED. Elle vient du Costa Rica, mais avec double nationalité israélienne. Donc, elle n'était pas particulièrement contente que ceci parte de la CNUSED, mais on a réussi à le faire passer. D'ailleurs, l'année d'avant, juste pour vous montrer comment ça marche les Nations Unies, vous le savez probablement, mais l'année d'avant, on avait un truc où on a évalué, aussi utilisant la luminosité nocturne, on a fait une construction contrefactuelle. Qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui se serait passé avec le PIB de la Cisjordanie si les accords d'Oslo avaient été mis en œuvre? D'accord? Et donc, en fait, on a construit, grâce au poverty mapping, un PIB alternatif pour la Cisjordanie en utilisant la relation, donc Samuel, dont on parlait tout à l'heure. Pour la Cisjordanie est divisée en 3 zones, pour la zone A, et donc si la luminosité dans les zones B et C avait été la même que dans les zones A. Et donc ça nous a permis de quantifier en fait le coût du fait que Oslo n'a pas été mis en œuvre. Ah oui, et juste pour vous montrer comment fonctionnent les Nations Unies, donc on pensait que les gens à New York, ils allaient être super impressionnés par le fait qu'on utilise la luminosité nocturne. C'est le premier rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies avec utilisant la luminosité nocturne. Non. Ce qui était le plus impressionnant pour les Nations Unies, c'est qu'on a réussi à faire passer des cartes en couleur. Et donc ça a scotché tout le monde. Jamais personne n'avait réussi dans un document ici à l'Assemblée générale d'avoir des cartes en couleur, pas juste en grayscale, quoi, juste en noir et blanc. Donc ça, c'est aussi le genre de truc qui est sorti de cette étude. OK. Donc, c'est le LNSAR. Donc ça, c'est la façon, en fait, c'est un satellite qui fonctionne par radar. C'est pas des images en tant que telles.
Donc, c'est 2 passages d'un radar. Et cette distance entre le satellite et la Terre, et ça, c'est Copernicus, c'est le Sentinel-1. Donc, certains d'entre vous probablement connaissent ces données. Et donc, ça nous donne des mesures, en fait, hebdomadaires de ce qui se passe sur le terrain. Donc, ils appellent ça likely destruction. Donc, on a un baseline où on voit ce qu'il y a de bâti sur le terrain. Le radar passe dessus. Il y a des algorithmes que tout le monde connaît. On peut calculer, en fait, une certaine probabilité que quelque chose reste ou quelque chose a été détruit. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment la destruction physique du bâti, pas seulement du bâti, mais c'est la destruction physique surtout du bâti sur le terrain. D'accord ? Donc, ça, c'est pas de l'imagerie en tant que telle. Ça fonctionne avec du radar. Donc, on a un joli dessin sur comment ça marche. C'est ces deux passages. Donc, si ici, vous avez un morceau qui a été détruit, ben, deuxième passage, on voit que quelque chose a été détruit. D'accord ? Grosso merdo, c'est comme ça que marche Sentinel-1. D'accord ? Donc, ça, ce sont des données européennes. C'est un satellite européen, ça. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà utilisé Sentinel-1 ? Je vois des gens qui faisaient oui. Il y a personne qui a utilisé-le. C'est super intéressant comme données. Il y a des choses super intéressantes à faire. D'autres choses. C'est gratuit. Tout ce qu'on a fait, c'est accès gratuit. Ouais. Il y a un coût fixe, évidemment, c'est de maîtriser Quantum GIS. Et ça aussi, c'est un coût fixe d'apprendre le langage de Quantum GIS. Mais si même moi, je peux l'apprendre, je pense que vous êtes capable de le faire. Voilà, donc ça ici, c'est une carte de Gaza avec donc les zones où il y a du bâti. Avant, vous voyez, parfois je présente ça à des publics qui ne savent même pas situer Gaza. Alors je devrais avoir une autre carte avec la Méditerranée, peut-être l'Afrique et l'Asie, surtout pour nos amis d'outre-Atlantique, où sont situés ces endroits. Mais ça, c'est une carte qui provient de Sentinel sur les zones bâties. D'accord ? Et je pense que vous avez suffisamment vu ça dans les nouvelles pendant les 2 dernières années pour reconnaître différents endroits comme Gaza City, Deir el-Balah et Khan Younes et Rafah. Donc ça, c'est le bâti à l'origine. Ça aussi, et vous voyez le détail. Hein. Donc ça, c'est Gaza City. Vous voyez le détail. C'est très, 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 très détaillé. On peut arriver à une résolution de 10 mètres par 10 mètres. D'accord ? C'est très, très, très détaillé. Nous, on va pas utiliser ce niveau de détail. Pour les non-techniciens dans la salle, c'est pour des raisons de corrélation spatiale. J'expliquerai ça tout à l'heure. Pour ceux qui sont dans la salle, vous savez très bien que la corrélation spatiale est un fléau. Je reviendrai là-dessus. Et vous voyez ici, on a carrément une cartographie avec le nombre de bâtiments qu'il y a. Vous voyez, North Gaza, 53 000 bâtiments. Gaza City, 69 000. C'est très, 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 très précis parce que c'est 10 mètres par 10 mètres, la résolution. D'accord ? Ensuite, donc ça c'est le coherent change detection, c'est la façon dont on mesure donc ce changement dans le bâti. Là en agrège, c'est un tout petit peu plus gros, c'est à 40 par 40. Nous, dans ce que je vais vous présenter, c'est agrégé à 1 km par 1 km, donc 1 km carré. C'est parce qu'on veut réduire la possibilité d'avoir cette corrélation spatiale. Alors peut-être c'est un bon moment pour les personnes non techniques dans la salle. Donc c'est quoi la corrélation spatiale ? Un choc qui affecte quelque chose ici, probablement est corrélé avec un choc qui affecte quelque chose qui est là. D'accord ? Et plus les choses sont proches, plus ces chocs vont être corrélés. Donc pour ceux d'entre vous qui ont le malheur de faire de la macro, vous avez le même genre de choses pour la corrélation temporelle. D'accord ? Et donc, quelque chose qu'on apprend aux bébés économistes quand ils font leur premier cours d'économétrie, on leur apprend un truc qui s'appelle un Durbin-Watson. Donc, ce qui vous permet de regarder la corrélation temporelle entre une période et une autre. Et une statistique qui est exactement la même pour la corrélation spatiale. Et des travaux relativement récents, c'est Morgan Kelly, qui est à Trinity College Dublin, je pense, donc a fait un magnifique papier qui circule depuis assez longtemps, qui s'appelle The Standard Errors of Persistence, je pense c'est le titre du papier.
Et c'est un de ces papiers terribles qui montre que plein de papiers en économie super célèbres, surtout sur des corrélations qui proviennent de l'histoire, en fait, les corrélations ne sont pas là, c'est tout simplement parce qu'il y a du bruit qui est spatialement corrélé à gauche de l'équation. Donc ici, ça serait la luminosité nocturne, donc c'est ce qu'on essaie d'expliquer avec le traitement. Ici, ça serait la destruction. Et donc, si la luminosité nocturne est fortement spatialement corrélée et la destruction est fortement spatialement corrélée, eh bien, on peut se retrouver avec un effet significatif. On estime un impact de la destruction sur la luminosité nocturne alors qu'il n'y en a pas. Et on dit que c'est statistiquement significatif alors que ce n'est pas. Donc, c'est pour ça que généralement, les gens qui travaillent avec ce genre de données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agréger à une résolution qui est moins fine. Donc, évidemment, on a moins d'observations, d'unités statistiques, mais on va réduire les problèmes de corrélation spatiale. Et ensuite, pour ce qui reste, on va avoir des méthodes économétriques qui vont aussi prendre ça en compte. C'est quelque chose que nous allons faire. Donc, initialement, donc c'est hebdomadaire, 40 mètres par 40 mètres. Donc, vous voyez bien alors, pourquoi c'est important. Ensuite, nous, on va agréger par la suite à 1 km par 1 km. Donc, je vous laisse faire les maths. Donc, il y a combien de pixels de 40 mètres par 40 mètres dans quelque chose qui est 1 km par 1 km? 625, merci beaucoup, c'est moi. C'est pour ça que tu es le directeur du CERSI. Et donc, une des choses qu'on peut calculer dans un pixel de 1 km par 1 km, donc la première chose, en fait, ce que ça nous permet de faire, c'est l'intensité de traitement. D'accord? Donc, c'est quel pourcentage des mini-pixels de 40 mètres par 40 mètres dans ce 1 km par 1 km ont été détruits. Donc, il y a des pixels de 1 km par 1 km où il y a 623, le maximum, c'est 623 sur les 625 ont été détruits. Ou techniquement, c'est likely damage. Et c'est mesuré avec une probabilité. On prend ça comme il n'y a pas grand-chose qui reste. Pas grand-chose. Okay? Donc, ça va nous permettre, en fait, parce que vous pensez bien qu'à la fin, après un an de conflit, il y a très peu de pixels 1 km par 1 km qui n'ont pas été touchés au moins une fois. D'accord? Et ça va être notre traitement. On peut faire du 0,1, mais on peut aussi regarder l'intensité du traitement. D'accord? Donc, ça, c'est deux façons différentes de mesurer la destruction qui se passe au sol. Alors ça, je passe parce que ça, on va rentrer dans des discussions qui sont vraiment trop techniques. Mais c'est les probas que ce que l'on est en train de voir est effectivement de la destruction au sol. Je peux revenir sur ça si ça intéresse quelqu'un. Dans le Supplementary Materials, on passe, je pense, 3 pages là-dessus. OK. Donc, voici une carte de destruction typique. Donc, ça, c'est une carte de... Vous voyez, Gaza, comme vous savez, probablement, c'est tout petit. Donc, ça, c'est une carte de destruction où chaque pixel ici qui est en rouge, c'est une zone de 40 mètres par 40 mètres. Et donc, ça, si je me souviens bien, c'est celui après un an de conflit. Okay, donc, ça, c'est celui... On arrive en novembre 2024. Okay, donc, et on peut zoomer, comme je vous ai montré auparavant, mais on peut zoomer au niveau local. Et ça, c'est les données sur lesquelles on va effectivement travailler. Plus c'est rouge, plus c'est détruit, c'est ça? Plus c'est rouge, plus c'est détruit. Donc ça, c'est l'intensité. Donc, vous voyez ici, donc, quand c'est rouge foncé, comme ça, des mini-pixels de 40 mètres par 40 mètres, il y en a entre 50% et 92,4% qui ont été détruits. D'accord? Donc, vous voyez, il y a pas mal d'hétérogénéité. Donc, on a des effets de traitement qui sont bien hétérogènes. Et ça, c'est bien, parce que ça nous donne... C'est bien. C'est bien pour nous, en tant que statisticiens, appliqués, parce que ça nous donne de la variance. Et si vous voulez estimer quelque chose, vous voulez de la variance. Variance is your friend. C'est ce que je dis toujours quand j'enseigne ce genre de truc. Et donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'hétérogénéité. Okay? Donc ça, c'est l'intensité du traitement sur le sol. D'accord? À partir de Sentinel-1. Donc, de tous ces grids, d'accord, de 1 km par 1 km, il y en a 82% qui ont été endommagés au moins une fois, mais ça serait 1 sur 625.
D'accord? Donc 82% dans la première année. Hein. Ensuite, les dégâts cumulatifs, c'est 68,24% de ces grid cells ont été endommagés. Ça, c'est la moyenne. Et vous voyez, il y a de l'hétérogénéité, il y a de l'énorme hétérogénéité entre les différentes zones urbaines de Gaza. Donc on en a 33, ou ouais, ça je me trompe, je reste avec les anciennes données. Il y a 33 de ces grids de 1 km par 1 km qui ont été entièrement détruits. Là, c'est 625. Hein. Et les 625 ont été détruits. Donc à Gaza, à Jabalia, donc le 4 dans le camp de réfugiés et car pour ceux qui connaissent Gaza, vous reconnaissez les endroits. OK, notre variable de gauche, donc la luminosité nocturne. Donc ça, tout le monde connaît ce genre de carte. Donc si vous allez ici, bon ça c'est nos amis nord-coréens, ils sont juste là. Vous voyez la Corée du Sud ici, Séoul, et puis il y a un petit pipi là qui est Pyongyang. Donc tout le monde a vu ces images. Hein, ce sont des images magnifiques. C'est vraiment très beau. Hein. Vous pouvez regarder l'activité économique en Afrique, c'est donné par la luminosité nocturne. Les gens en épidémiologie l'utilisent aussi beaucoup. Tous ces trucs, donc par exemple, pour différents types de pathologies, la transmission des pathologies, quand vous travaillez avec des données spatiales, on voit bien que différents types de pathologies sont transmises le long de là où c'est les routes, évidemment, mais là où il y a de la luminosité. Donc, en économie de la santé aussi, les gens utilisent ça pas mal. Donc, les données donc, qui sont de la NASA, il y a une ancienne série, il y a une nouvelle série. Okay? Donc, aujourd'hui, il doit y avoir des gens dans la salle qui les ont déjà utilisés. Ce qu'il faut utiliser, c'est Black Marble. Okay? Et vous avez des tutos, sauf si l'administration américaine les a éliminés, mais jusqu'à récemment, il y avait encore des tutos sur le site web de la NASA qui vous explique comment utiliser ces données. Les bonnes données, les bonnes entre guillemets, c'est Black Marble. Ça, c'est les meilleurs. Il y a des algorithmes qui traitent la neige, les nuages, machin, etc. C'est vraiment très bien fait. On peut avoir des trucs à une résolution qui est toute petite, mais 500 par 500 mètres, nous, on va agréger à 1 km par 1 km, mais déjà à 500 mètres par 500 mètres. Mais vous pouvez arriver à plus petit que ça, mais on ne va pas les utiliser. On va aussi faire ça de façon hebdomadaire. Et donc, comme vous savez probablement, il y a eu pas mal de papiers là-dessus. Il y en a un d'ailleurs déjà dans PNAS en 2011, et puis il y a un AER, American Economic Review, en 2012. Ce qui tombe bien, parce que la série Black Marble, donc c'est pas une panacée, mais elle va jusqu'en 2012. D'accord ? Donc vous pouvez commencer à utiliser ces données à part. Il y a une discontinuité dans les séries. Quand vous regardez dans une autre présentation que je fais sur l'utilisation de la luminosité nocturne en général, vous voyez la résolution avant 2012, ça existe. La résolution avant 2012 est bien moins bonne. C'est vraiment merdique comparé à ce qu'on a aujourd'hui. Surtout quand vous regardez des zones urbaines. D'accord ? Donc, j'ai une belle image de pratiquement de la même date de New Delhi, avant, après, et avec Black Marble, c'est vraiment très clair. C'est pas une panacée, hein, parce que quand vous avez affaire avec des mégalopoles comme New Delhi ou Beijing, etc., il y a de la saturation de la lumière, hein, et donc vous n'allez pas avoir beaucoup de variations. Donc, quand vous avez affaire avec des grosses villes, c'est pas une bonne façon de mesurer l'activité économique. Donc, mais quand c'est pas des grosses villes, il n'y a pas cette saturation, ça marche quand même relativement bien. Ça, c'est avant et après. Okay, donc ça, c'est avec les grid cells, donc qui sont 1 km par 1 km. Donc ça correspond. Donc ça, c'est le avant traitement. Donc ça, c'est genre là les 2 semaines. Je pense que c'est la moyenne des 2 semaines ou de la semaine avant le 7 octobre. C'est ce qui est à gauche. Et ensuite, ce que vous avez ici, c'est la moyenne de novembre 2024, un an plus tard. Okay, donc, il y a un tout petit peu moins de lumière un an plus tard. Donc ça, c'est notre Y, c'est la variable de gauche. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. D'accord ? Ouais. Il y a certaines zones qui se sont allumées sur la droite. Oui.
frontière. Oui, tout à fait. Ouais, Parce qu'il y a des installations israéliennes. Il peut y avoir des installations israéliennes, c'est possible. Quand on travaillait sur la Cisjordanie, il y a la question des colonies. Bon, là, c'est pas les colonies. Par exemple, quand on travaillait sur la Cisjordanie, sur la mise en œuvre d'Oslo, des accords d'Oslo, on a fait très attention. On a eu des données israéliennes d'ailleurs de B'Tselem, qui est une ONG israélienne qui travaille sur les colonies, qui nous a permis, c'est tout géolocalisé, on a pu enlever les colonies parce qu'elles sont très lumineuses, parce qu'elles sont super, super riches. Alors ça, je ne sais pas vous dire exactement, je ne me rappelle plus, je devrais pouvoir répondre. Désolé, mais je ne sais pas exactement, mais ça peut être de l'activité nocturne, ça peut être que pendant cette semaine, il y a une zone d'évacuation ou quelque chose comme ça, il y a de l'activité, ça peut être de l'activité militaire, mais normalement, c'est quand même, c'est lissé sur une semaine, hein. Donc, il faudrait que cette activité soit quand même relativement de longue durée. Parce que ça passe de Q1 à... Ouais, exactement. C'est une belle... Ouais, c'est une belle augmentation. Ouais, mais c'est aussi tout simplement les déplacements de population. C'est-à-dire, nous, et ça peut être que la population s'est déplacée là, parce que juste dans cette semaine ou ces 2 semaines-là, il y a eu des opérations qui se passaient ici, et donc la population s'est déplacée juste vers la frontière. Donc, nous, ce qu'on faisait, donc depuis le 7 octobre, en fait, chaque semaine, dans notre réunion hebdomadaire sur le papier, on suivait en fait les mouvements de population à travers la luminosité nocturne. Parce qu'on pouvait voir ce qu'on a vu pendant le premier mois, plus ou moins. Donc, toute cette zone ici qui est super lumineuse, qui est Gaza City, et Gaza en général, Nord Gaza, on voyait le mouvement de la population vers Rafah. Et donc ça devenait déjà au début, juste après, dans les quelques semaines après le 7 octobre, ça s'est assombri. Et ici, il y avait beaucoup plus de lumière. Beaucoup, beaucoup plus. Ici, ici, il y a aussi des trucs qui sont juste sur la frontière. D'accord ? Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça va jusqu'à là ? Vas-y, Bruno. Non, mais c'est une question qui compacte un peu les deux questions. C'est en dehors même des opérations militaires, quand il y a des problèmes de sécurité, il peut y avoir beaucoup d'éclairage. Tout à fait. Et ça doit troubler la relation. Ça va troubler la relation, tout à fait. C'est pour ça qu'on a un terme d'erreur dans notre estimation. Parce que là, ça ressemble vraiment à des contrôles aussi. Ça peut être ça. C'est d'ailleurs quand vous utilisez la luminosité nocturne pour mesurer l'activité économique, par exemple pour les tremblements de terre. J'ai commencé à travailler avec des collègues marocains. Le tremblement de terre à Marrakech, il y a 2 ans, il y a 3 ans, bien là, dans les zones qui ont été touchées, il y avait une augmentation de la luminosité nocturne parce qu'on était en train de faire des travaux de déblayage, de dégager les gens sous les décombres la nuit. Et donc, il y avait des lumières la nuit. Donc là, il y avait carrément une augmentation. Donc, c'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça que je dis, c'est pas une panacée. Il faut combiner différentes sources de données. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, les géographes, le genre de questions qu'ils vont me poser, en fait, la remarque typique d'un géographe avec ce genre de papier, et d'ailleurs nos 2 co-auteurs, pour eux, l'impact, ça se mesure sur la destruction au sol. Vous voyez, pour eux, c'est tout simplement la destruction au sol. Donc pour eux, ça c'est déjà leur Y. Le descriptif avec Sentinel-1, pour eux, c'est déjà l'impact de l'invasion israélienne. Donc, parce qu'un géographe ne va pas forcément faire le lien ensuite avec une proxy, avec une variable qui représente l'activité économique. D'accord ? Donc, les géographes, ils s'arrêtent à ce niveau-là. Et donc, pour eux, c'était tout nouveau, en fait, de regarder la corrélation et d'essayer d'obtenir un lien relativement causal entre la destruction au sol et l'activité économique à travers la luminosité nocturne. C'est intéressant comment les différents domaines de recherche, disons, ce sur quoi ils se focalisent. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'était une des premières fois où je travaillais avec des géographes. Donc, comment est-ce qu'on estime tout ceci? Donc, il y a 2 façons de le faire, 3 façons de le faire. Donc, on peut faire tout simplement de la double différence, du diff-diff classique. Okay, donc, ensuite, vous savez que pour ceux qui font de l'économétrie appliquée, donc il y a eu ce Journal of Econometrics, le numéro spécial l'été 2021. Donc, Journal of Econometrics, c'est une revue, la revue technique sur les méthodes économétriques. Et donc, il y a tous ces trucs sur staggered diff-diff, c'est-à-dire
c'est pas tout simplement que vous avez des gens qui sont traités, pas traités, où il n'y a personne qui est traité ici, et puis ça c'est à T0, et puis à T1, il y en a certains qui sont traités, ici ce serait certains qui sont détruits, et d'autres qui ne sont pas détruits. D'accord? Donc ça, ce serait une double différence classique. Donc ici, souvent, ce qui va se passer, évidemment, c'est qu'il y a différents endroits qui sont détruits à des dates différentes, et donc toute cette nouvelle littérature, en fait, c'est une moyenne pondérée des effets de traitement à différents moments. Okay? Et il y a des endroits qui peuvent être traités à plusieurs reprises aussi. D'accord? Donc les contrefactuels changent. Donc ça, c'est la façon, encore une fois, comme j'aime bien dire, pour fâcher tout le monde, kasher, halal, de calculer les choses aujourd'hui, pour faire publier un papier ces jours-ci. Donc on a utilisé du Callaway et Santana, mais il y a plusieurs autres méthodes. Hein, je dirais, il y a la méthode de Bacon, il y a même Wooldridge, qui a une version qui est basée. En tout cas, il y a toutes sortes de façons. Nous, on a pris du Callaway et Santana. Quelle que soit la méthode qu'on utilise, ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, on a une troisième méthode qui prend le Callaway et Santana. Donc, encore une fois, si ça vous intéresse, vous allez regarder dans le Supplementary Material avec du machine learning où on contrôle pour tout un tas de trucs en termes du terrain, du climat, les spillovers, etc., d'un pixel à l'autre. Donc, tous les trucs sexy qu'on doit faire pour publier un papier empirique en économie. Si vous voulez les détails, vous m'écrivez, je vous envoie le papier et le supplementary material, parce que c'est tout détruit. Maintenant, je vais vous montrer les graphiques. D'accord? Alors, depuis que je travaille sur ce genre de truc, je me rends compte combien on est con en économie. Hein, vous voyez un papier en économie, vous voyez des tableaux de chiffres, hein, avec les coefficients, avec les écarts-types en dessous, avec des petites étoiles, des trucs comme ça. That's no way to do science. Hein, c'est vraiment pas comme ça. Alors, les vrais scientifiques, donc dans les sciences dures, ils montrent tout avec des graphiques. Donc, nous, on a décidé aussi de faire les vrais scientifiques. On a décidé de tout faire avec les graphiques. Donc, ce que vous avez ici, en fait, c'est notre résultat principal. Okay? Et aussi avec les régressions placebo, en quelque sorte. Je vais expliquer pour ceux qui ne sont pas techniques ce que l'on veut dire par ça. Donc, ici, c'est le début du conflit. D'accord? Ça, c'est le 7 octobre, ici. Donc, ici, il ne devrait y avoir aucun impact, d'accord, de traitement. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de conflit. Donc, ce qu'on s'attend à voir, donc vous voyez les différentes courbes. Vous voyez, ça c'est tout simplement, c'est de la double différence facile, standard. Ça, c'est le Callaway et Santana. Ça, c'est Callaway et Santana avec les bells and whistles, avec des méthodes un peu plus sophistiquées. Les différentes couleurs que vous voyez, ce sont les intervalles de confiance. D'accord? Parce que, en tout cas, je ne dois pas expliquer ça aux économistes dans la salle. Pour les non-économistes, en tout cas les non-chercheurs, c'est la marge d'erreur. D'accord? Donc, c'est la marge d'erreur, 95 fois sur 100. La vraie valeur est située quelque part entre ces deux bornes. C'est comme, encore une fois, pour les non-économistes dans la salle, vous faites un sondage politique qui vous donne les intentions de vote. Si c'était bien fait, on vous dirait. Donc, généralement, ce qu'on vous dit, c'est l'intention de vote pour tel parti, c'est 49%, plus moins 3%. Normalement, on devrait vous dire plus moins 3%, 95 fois sur 100. Alors, il y a très peu de pays où la législation fait qu'on rajoute le truc 95 fois sur 100. Donc, ça, c'est tout simplement la plus-value qu'on est en train d'avoir. Mais en tout cas, le point principal, c'est que, et c'est pour ça que nos résultats, en fait, changent très peu, même quand on étend la période jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez qu'une bonne partie de l'effet de destruction, c'est dans la première semaine. Okay? En termes de l'impact que ça a sur l'activité économique. Donc, vous voyez ici, il n'y a aucun effet statistiquement significatif. Nos effets de traitement sont toujours à l'intérieur, le zéro, hein, l'effet zéro est toujours à l'intérieur de quel que soit l'intervalle de confiance que l'on calcule. Et boum, ça descend, et puis ça continue à descendre. Hein. Évidemment, lorsqu'on va jusqu'à la fin de l'année dernière, ça continue à descendre, mais il ne reste plus grand-chose à détruire. Il ne reste plus grand-chose à détruire.
l'effet moyen de traitement, c'est une perte moyenne, ça c'est la perte moyenne sur la première année qui est de presque 69% de la luminosité nocturne. D'accord, ça c'est l'effet moyen de traitement. Ensuite, je vais vous montrer maintenant l'hétérogénéité. Ah oui, et ça c'est le fait qui est intéressant. Donc, on a eu certaines critiques des référés qui disaient comment est-ce qu'on peut être sûr que ça mesure effectivement l'activité économique. Et il y a eu une semaine de cessez-le-feu entre guillemets, parce que les bombardements, il y a encore eu des cellules qui ont été détruites pendant cette semaine de cessez-le-feu. Il y a eu une semaine de cessez-le-feu au mois de novembre 2023. Je pense que c'était vers la fin de novembre 2023. Eh bien, nous, ce que l'on détecte là, c'est une augmentation de la luminosité nocturne de 8,7%. D'accord? Donc, lorsque vous avez moins de traitement, la luminosité, elle reprend. Okay? Alors que c'est pas que l'électricité a été rétablie, les connexions avec Israël, ou que soudainement il y a eu plein de mazout pour la centrale thermique, ou que les Égyptiens sont mis à injecter plein de carburant, que ne nie rien de ceci. D'accord? Et donc, on réussit, les données sont suffisamment fines et répondent suffisamment rapidement que pendant une semaine de cessez-le-feu, l'activité économique, elle reprend et c'est visible du ciel avec une augmentation de presque 9% de la luminosité. Ce n'est pas les destructions finalement qui réduisent l'activité, c'est la guerre. C'est la guerre, mais c'est que, rappelez-vous, l'effet de traitement, ça vient d'un changement. D'accord? Dans un changement. Donc, c'est une double différence. Donc, c'est le changement dans la luminosité nocturne causé par un changement de ce qu'il y a au sol. D'accord? Et donc, quand il n'y a pas ce changement au sol, quand il n'y a plus ce changement au sol, il y a quand même un changement dans la luminosité nocturne parce que l'activité économique peut reprendre. Alors, ce qu'on est en train d'identifier, c'est l'impact d'un changement, donc c'est pour ça que c'est une double différence, d'un changement dans le bâti au sol sur le changement de la luminosité nocturne. Et donc, ce qu'on voit, c'est une reprise en fait, de l'activité économique quand ce changement dans la destruction au sol est plus ou moins égal à zéro, ou en tout cas est beaucoup moins grande qu'avant. Donc c'est pas linéaire. Pardon? Donc l'élasticité, c'est pas linéaire. Parce que là, si tu as une élasticité constante, tu n'as pas de. Quand il y a zéro, ça doit être. Non. Quand tu n'as plus de. Ça dépend ce que tu veux dire par non-linéarité. Ça veut tout simplement dire que. Quand tu n'as pas de changement, normalement, tu n'as plus de changement sur la luminosité. Non, ça reprend, parce que c'est le changement, c'est pas le niveau. C'est pas en termes de niveau. D'accord? Ça ne change plus. Quand il y a, avec le cessez-le-feu, ça ne change plus. Là. Oui, mais l'activité économique peut reprendre. Ouais. L'activité économique peut reprendre. C'est-à-dire qu'il y a une élasticité quand le changement est égal à zéro. Oui, exactement. Une élasticité positive. Oui, bien sûr. Et donc, maintenant, si le cessez-le-feu était maintenu, ce qu'on devrait voir, c'est qu'on devrait voir une reprise de l'activité économique. Donc, en fait, on le voit. On le voit, même si les bombardements continuent, on voit une augmentation dans la luminosité nocturne depuis le soi-disant cessez-le-feu d'il y a 3 mois. Je ne me rappelle plus la date du soi-disant cessez-le-feu. Je pense que c'est il y a 3 mois. Et les bombardements continuent. Ça, c'est l'hétérogénéité de l'effet. Okay? Calculé de deux façons. Calculé soit sur les localités, donc les municipalités, soit en utilisant les zones d'évacuation israéliennes. Donc, si on fait les localités, ça varie énormément. Donc, vous voyez des zones ici, une diminution pendant 1 an de 41% de la luminosité nocturne, et puis à Gaza City, vous avez 84%. D'accord? Donc, énormément Et ensuite, on a toute une section aussi où on estime les effets marginaux de traitement. D'accord? Et on le fait mécaniquement, la première étape, donc parce que pour faire les effets marginaux de traitement, donc ça c'est le Heckman et Betlas de 1999 ou de 2005, désolé pour les noms techniques dans la salle, mais c'est pour essayer d'estimer l'hétérogénéité dans l'effet marginal de traitement, c'est-à-dire entre deux endroits qui sont équivalents en termes de leur probabilité d'être bombardés, okay,
quel est l'effet marginal, donc s'ils sont bombardés, de combien change la luminosité nocturne. Okay, donc ça, c'est quelque chose qui passe par une procédure de variable instrumentale, c'est l'effet Monod-Class classique, et donc mécaniquement, on le fait en instrumentant, en fait, désolé pour les noms techniques dans la salle, mais je fais juste un petit aparté là-dessus, la distance à la frontière israélienne. Et d'ailleurs, cette guerre a été complètement différente par rapport, parce qu'on est allé regarder en fait ce qui s'est passé en termes de destruction en 2014. Donc, vous savez qu'il y a eu une guerre en 2014 entre le Hamas et les Israéliens. Et quand on regarde ce qui a été bombardé, en 2014, ce qui a été bombardé, ce qui a été détruit, parce qu'on a le Sentinelle-2, Sentinelle-1, pardon, ce qui a été détruit, c'était des choses, la probabilité d'être bombardé, d'être détruit, était une fonction décroissante de la distance de la frontière israélienne. Donc, on était prêts, puis on risquait d'être détruits. Ouais, c'est d'ailleurs, en fait, la proba d'être bombardé, c'était surtout ici, le long de la frontière. Et ici, c'est le contraire. En fait, en moyenne, plus on est loin de la frontière israélienne, plus Kaderis Paribus, en contrôlant pour tout un paquet de trucs, plus grande est la probabilité d'être bombardé, d'être détruit. Donc là, ça c'est potentiellement, ok. Donc je vais être très explicite là-dessus. Nous, on contrôle pourquoi ici. Donc à travers la double différence ou les méthodes plus sophistiquées de double différence, on contrôle pour toutes les caractéristiques inobservables qui sont invariantes par rapport au temps. Et ensuite, on contrôle pour toutes les caractéristiques géographiques aussi qui sont invariantes. On contrôle pour tout ce qu'on peut, mais évidemment, les bombardements ne sont pas aléatoires. Hein, c'est pas que Esther Duflo est allée au QG de Tzahal et a dit on va faire une randomisation sur la destruction. J'aime pas Esther Duflo, ça vous le savez. J'ai pas peur de le dire haut et fort. Il n'y a pas une randomisation, c'est pas aléatoire la destruction. Il y a une stratégie dans la destruction. C'est comme ça que se passent les guerres. Donc la menace à la causalité de nos effets, ça provient de quoi? Ça provient de facteurs inobservables qui détermineraient les endroits qui sont détruits, des facteurs inobservables qui varient dans le temps, qui affecteraient simultanément les endroits qui sont détruits, donc ça c'est notre variable traitement, et la luminosité nocturne. D'accord? Donc s'il y a des facteurs inobservables variant dans le temps qui affectent ces deux choses, ça peut polluer nos estimations. Okay? Donc ça mettrait en doute, ça met en doute la causalité de notre estimation. Nous, on pense qu'on a contrôlé autant que possible, mais évidemment, c'est toujours une possibilité. Et oui, justement, en parlant de ça, je voulais poser une question. Vous voulez qu'Esther Duflo arrive à Gaza? Non. Non, en fait, je me disais, en 2014, si la probabilité d'être frappé était d'être proche de la frontière, peut-être qu'après, les Palestiniens ont déplacé en fait les bâtiments stratégiques. Oui, l'activité. Oui, plus éloignés. Mais vous voyez, la largeur ici, c'est 6 km. Hein. Donc, on peut se déplacer, mais c'est plus verticalement que pas mal d'activités ont été déplacées. Donc, comme disait Bruno tout à l'heure, c'est le genre de choses qu'on va pas voir dans la luminosité. Mais oui, en tout cas, écrivez-moi, je vous envoie le supplementary material. Vous voyez, on a des très jolies cartes avec les distances du barycentre de pixels et des trucs comme ça par rapport à la frontière, et c'est net, clair et précis qu'il y a eu un changement. C'est-à-dire que ça te sert d'instrument pour instrumenter les destructions, c'est ça? Oui, exactement. Pour que à ce moment-là, il n'y ait pas d'autocorrélation entre la destruction et la luminosité. Non, mais ça ne résout pas le problème d'hétérogénéité inobservable qui varie dans le temps, parce que ces distances, elles ne changent pas avec le temps. Oui, d'accord? Donc, mais ça, mécaniquement, c'est parce que, bon, moi, je suis obsédé avec les effets marginaux de traitement, et donc je voulais qu'on ait une estimation de l'effet marginal de traitement. Je pense que ce n'est pas dans le papier principal, c'est dans le supplementary material, mais je voulais que ça soit là. Donc ça, c'est l'intensité, ok? Vous voyez l'intensité, et donc ça, c'est par rapport à l'intensité du traitement, ce que je vous disais tout à l'heure en termes du nombre de sous-pixels qui sont détruits en fait.
Et donc, vous avez un truc qui va descendre très rapidement, et puis ensuite, c'est presque asymptotique. D'accord? Donc, c'est par rapport à l'intensité. Donc, vous voyez que la plupart de l'effet, c'est au début, en termes de l'intensité. Donc, quand vous passez de 30% de pixels qui est détruit à 80%, il y a des rendements marginaux décroissants à la destruction en termes de la luminosité. D'accord? Comme avec beaucoup de choses dans le monde et dans la vie. Et donc ça, c'est différentes estimations. Donc ça, c'est le nombre de mois pendant lesquels une cellule est endommagée. Donc on a toutes sortes d'hétérogénéité. En tout cas, vous verrez le papier, je vais pas m'attarder là-dessus, mais dépendant de l'intensité de traitement temporelle aussi, donc le nombre de mois pendant lequel cette cellule a été au moins endommagée une fois, vous avez des effets qui sont différents. Voilà. Alors, ça c'est ce que je viens de dire. Ça, je l'ai déjà dit. Les menaces à l'identification, ce qui pourrait donner de la corrélation complètement aléatoire. Donc, il y a ces questions d'électricité. Voilà. J'en ai pratiquement. Donc, par exemple, en 2023, en novembre, il y a le cessez-le-feu. C'est pas que l'électricité soudainement est réapparue, et pourtant l'activité économique a repris, pour revenir au point que faisait Bruno. Alors, ensuite, l'unité dans laquelle est mesurée la luminosité nocturne, c'est un truc complètement barbare. C'est tellement barbare que pourtant je travaille avec ça tout le temps. C'est quelque chose par stéridian par centimètre carré. Okay, c'est un truc complètement barbare, l'unité de mesure de la luminosité nocturne. Okay, c'est beaucoup plus parlant d'avoir quelque chose exprimé en dollars ou en shekels. Toutes les données palestiniennes sont exprimées en shekels, donc nous ensuite on transforme ça en dollars. Donc on a besoin de cette élasticité entre la luminosité nocturne d'une part et le PIB. Okay, alors, la façon la plus simple de le faire, c'est en série chrono. Bon, ça fait que c'est de la macro. Hein. Donc, pour les gens en macro, je vais être méchant, 43, c'est asymptotique. Hein, c'est l'infini pour les gens qui font de la macro. Donc, on peut le faire en série chrono. Vous voyez, ça, c'est le lien. Ça, c'est donc les données de luminosité nocturne commencent en 2012. Donc, ça, c'est la luminosité trimestrielle moyenne de Gaza, d'accord, corrélée avec le PIB trimestriel de Gaza. D'accord? Ça fait 43 observations. That's the best we have. On ne peut pas faire mieux que ça. Mais ce que vous voyez, et donc ça, par exemple, vous voyez ce qui s'est passé pendant la guerre de 2014. Okay? Donc vous avez cette chute et de la luminosité nocturne et cette chute du PIB. Et donc quand on fait ça, on se retrouve avec une élasticité d'à peu près 1,1. D'accord? Entre le log de la luminosité nocturne et le log, hein, c'est une élasticité, hein, c'est la relation entre le log de la luminosité nocturne et le log, le logarithme du PIB mesuré trimestriellement. D'accord? Donc ça veut dire, si cette élasticité était constante, ben moi je peux estimer un seul chiffre ici, il y a peut-être des non-linéarités, et il y a des non-linéarités, hein, donc vous avez des papiers, par exemple, du Fonds monétaire qui montrent des non-linéarités dans cette relation. D'accord? Donc, même le Fonds monétaire utilise la luminosité nocturne. Ça dit quelque chose. Hein? Des gens aussi conservateurs que le Fonds monétaire utilisent la luminosité nocturne comme mesure de l'activité économique. Donc ça, c'est pas très satisfaisant. Et donc, on voulait faire quelque chose de mieux. Donc, la façon dont on a fait quelque chose de mieux, c'est en utilisant, et je pense que je ne l'ai pas mis dans les slides, j'aurais dû les mettre à jour, parce que c'est quelque chose qu'on a fait, je vous explique oralement comment ça marche. Donc, combien de personnes ici savent ce que c'est que le poverty mapping? Il y a des gens ici, levez de main. Vous savez ce que c'est que le poverty mapping? Oh, je t'ai expliqué. Donc, vous ne savez pas ce que c'est, poverty mapping? Donc, vraiment? Really? Vous ne savez pas ce que c'est que les économistes dans la salle? Vous ne savez pas ce que c'est que le poverty mapping? Les cartes de pauvreté. Vous ne savez pas ce que c'est? Putain, mais attends, je parlais avec Simon, il est parti, hein, avant que je suis arrivé là.
Donc, le poverty mapping, donc la cartographie de la pauvreté, c'est l'une des méthodes empiriques les plus utiles qui ait été inventée pendant les 30 dernières années. D'accord? Donc, les auteurs, entre autres, c'est la très regrettée Jenny Lanyau, L-A-N-J-O-U-W, qui est morte malheureusement très très jeune, son mari, et puis, je ne sais plus qui était l'autre, Chris Elbers. Donc, c'est une contribution néerlandaise à la science. Okay? Alors, l'idée est hyper simple. Le papier, il remonte à 87. Hein. Donc, l'idée est hyper simple. Donc, pour savoir où un gouvernement doit intervenir, avec des programmes, des trucs comme ça, c'est très utile, ça serait été très utile de savoir où il y a plus de pauvres et où il y a moins de pauvres. Donc, ça semble être du bon sens. D'accord? Vous n'allez pas intervenir avec toutes sortes de programmes sociaux dans des endroits où il y a très peu de pauvres. Au 6e arrondissement. Au 16e, dans le 16e arrondissement? Oui, d'accord, exactement. Alors, le problème, c'est que vous avez des données d'enquête. Vous avez des données d'enquête ménage où on va collecter de l'information sur les revenus ou au moins sur les dépenses des ménages. Okay? Mais ça, c'est un tout petit échantillon de la population. Vous pouvez faire une étude qui est statistiquement représentative de la Chine à l'échelle nationale, avec 12 000 observations. Okay, ça peut être représentatif de la Chine. Donc vous pensez bien que 12 000 ménages, ils ne sont pas distribués partout en Chine. D'accord? Mais vous avez de l'information sur les dépenses des ménages. D'accord? Ensuite, vous avez des données. Si tu cherches le papier, juste au cas où tu cherchais le papier, c'est Econometrica 1987. Lanyau, Elbers et Lanyau. Je pense que c'est 87 Econometrica. Parce que le truc ensuite, c'est le calcul des écarts types, c'est super important. Mais vous avez des packages dans R qui font des trucs dans Stata qui le font aussi. Donc, vous avez aussi des données de recensement. Alors, le recensement, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne un tout petit peu d'informations sur tous les ménages d'un pays ou d'une géographie. Mais les recensements ne collectent pas d'informations sur les dépenses des ménages ou sur les revenus des ménages. Et ça va vous dire le type de bâti dans lequel ils habitent. Est-ce que c'est en dur? Est-ce que c'est en banco? Est-ce qu'ils sont reliés aux égouts? Est-ce qu'ils ont une connexion électrique? Est-ce que le sol est en dur? Peut-être la toiture? Vous avez un nombre très limité de variables pour tous les ménages dans le pays, mais vous n'avez pas d'informations sur les dépenses ou sur les revenus des ménages. Okay? Donc l'idée, elle est super simple. Je ne sais pas comment personne n'y avait pensé avant, c'est pour ça que le papier est tellement l'idée est tellement brillante. On estime un modèle avec les données de l'enquête ménage, où à gauche, on va mettre les dépenses du ménage. Ici, pour les zones palestiniennes, moi je l'ai fait sur les dépenses par équivalent adulte. Et équivalent adulte, c'est parce que supposez que vous avez un ménage avec 6 personnes. Un ménage avec 6 adultes, c'est pas la même chose qu'un ménage avec 2 adultes et 4 enfants. Okay? Et donc, statistiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on exprime les trucs en équivalent. Il y a des facteurs de conversion standards entre les enfants. Bon, si c'est un adolescent, le facteur de conversion est probablement supérieur à 1. Parce que les adolescents, ils mangent beaucoup, évidemment. Okay? Et donc, chaque pays, il y a des méthodes standards d'équivalent adulte. Donc, moi, ce que je vais mesurer ici, c'est les dépenses par équivalent adulte dans le ménage. À Gaza, évidemment, les ménages sont grands. Hein, et donc, il y a une grosse différence entre calculer les dépenses par tête et les dépenses par équivalent adulte. Okay? Alors, on estime avec les données de l'enquête ménage la relation entre les dépenses par équivalent adulte pour les ménages dans ce petit échantillon. Okay? Pour Gaza et la Cisjordanie, c'est 3000 ménages, si je me souviens bien, qui sont dans le PEX. Et on estime cette relation sur un sous-ensemble des variables qui sont dans l'enquête ménage, et c'est le sous-ensemble des variables dans l'enquête ménage qui existe aussi dans le recensement. Okay? Donc vous avez une demi-douzaine de variables. Normalement, le R carré, c'est des variables qui expliquent le R carré de 0,8, donc à peu près 80% de la variation dans les dépenses par équivalent adulte sont expliquées par 5-6 variables. D'accord? Une fois que vous avez ces coefficients, qu'est-ce que vous pouvez faire? Une fois que vous avez ces coefficients, vous pouvez simuler ensuite, vous pouvez avoir une version simulée
des dépenses par équivalent adulte pour tous les ménages dans le recensement. Okay? Parce que vous êtes en train d'estimer cette relation sur l'enquête ménage, sur le sous-ensemble de variables qui existent et dans l'enquête ménage et dans le recensement. Donc ça vous permet de calculer, en fait, de simuler une mesure qui est noisy, elle est bruyante, des dépenses par équivalent adulte pour toute la population. OK? Il y a un écart type là-dessus. C'est très important de prendre en considération cet écart type. Et ensuite, dans le recensement, les ménages ils sont géolocalisés. D'accord? Donc, vous pouvez ensuite agréger au niveau, par exemple, des municipalités, vous pouvez agréger et calculer les dépenses par équivalent adulte total dans une municipalité donnée, avec un écart type. Donc, vous voyez bien que ces cartes de pauvreté, donc ensuite on fait une carte, ça existe pour tous les pays du monde aujourd'hui. Il y a toute une unité à la Banque mondiale qui ne fait que ça. Et le gars qui a poussé ça, c'est le regretté Martin Rebellion. Monsieur Pauvreté, c'était le vrai Monsieur Pauvreté de la Banque mondiale. Et lui, il a construit des cartes de pauvreté partout à travers le monde. Et il y a des programmes, bon, j'ai fait l'évaluation d'impact de l'INDH, qui était l'Initiative nationale de développement humain au Maroc, qui était le chantier de règne de Sa Majesté M6. Et là, le programme a été déployé sur la base de la carte de pauvreté. C'est-à-dire, on a dit dans les communes rurales qui ont un taux de pauvreté en 2005 qui est supérieur à 30%, on donne le programme. Dans les autres, on ne donne pas. Donc, si vous avez un taux de pauvreté en 2005 qui était égal à 29,99999%, vous n'obteniez pas le programme. Et si c'était 30,001%, vous aviez le programme. Bon, ensuite, il y avait du WASTA, de l'influence. Il y a certains endroits qui avaient un taux de pauvreté en dessous de 29% qui ont eu le programme. Mais il n'y a aucun endroit avec un taux de pauvreté de 30% qui ne l'a pas eu. Quoi qu'il en soit. Ce que ça nous permet de faire, en fait, c'est à n'importe quel niveau de résolution. Ça peut être au niveau des municipalités, mais ça peut aussi être au niveau de pixels. Alors, de calculer, par exemple, pour un pixel, en fait, on peut estimer quelles sont les dépenses par équivalent adulte des ménages dans ce pixel. D'accord? Donc, vous prenez ce pixel-là. Vous avez les dépenses par équivalent adulte des ménages dans ce pixel. Et ensuite, vous régressez ça sur la luminosité nocturne dans ce pixel. Et ça vous donne une autre mesure de la relation. Dans ce cas, ce n'est pas entre le PIB et la luminosité nocturne, c'est entre les dépenses par équivalent adulte des ménages et la luminosité nocturne, et ça vous donne une autre élasticité. Et étrangement, l'élasticité est égale à 1,04 au lieu de 1,1. Okay? Pour la Palestine. Alors, avec Gaza, il y a moins de pixels, donc on le fait qu'on fasse sur Gaza, mais on n'y croit pas trop parce qu'il n'y a pas assez d'observations. Fait Gaza, Cisjordanie, d'accord, c'est plus Gaza, mais en tout cas, ce qui est remarquable, en tout cas pour cette partie du monde, on le calcule en série chrono, avec les données trimestrielles du PIB, ou qu'on le calcule en faisant du poverty mapping, et c'est comme ça d'ailleurs que notre papier, le rapport qu'on a fait pour les Nations Unies sur la mise en œuvre d'Oslo, c'est comme ça qu'on l'a fait. Parce que ça nous a permis de calculer quel aurait été le PIB des zones B et C délimitées dans les accords d'Oslo si leur luminosité avait été la même que la zone A. La zone A, c'est la zone qui est contrôlée par l'autorité, contrôlée entre guillemets par l'autorité palestinienne. Alors d'ailleurs, si vous regardez une carte des zones A, B, C en Cisjordanie, vous avez l'impression de regarder une carte de l'Indonésie ou des Philippines, parce que c'est des îles. La zone A, c'est des îles qui ne sont pas contiguës. Et donc la zone B et C, c'est autour de tous ces endroits qui sont zone A. Donc, oui. Il y a des cartes de pauvreté qui sont faites par image satellite aussi. Oui, oui. Mais ce n'est pas des cartes de pauvreté en tant que telles, c'est des cartes de luminosité nocturne. Pas seulement, non. Il y a des cartes qui, il me semble, où on estime justement les infrastructures, la nature des sols, s'ils sont cultivés, etc. Enfin, c'est un peu une analyse comme celle des destructions. Oui, tout à fait. Et des progrès, tout ça. Il me semble, oui, tout à fait. Et qu'on a démontré que ça collait avec les cartes de pauvreté qui étaient faites. Non, tout à fait. Genre, la luminosité nocturne et les cartes de destruction, c'est pas l'unique chose que vous avez en remote sensing. Vous avez des indices de végétation, si vous travaillez sur l'agriculture,
vous pouvez plus ou moins identifier les récoltes avec les Enhanced Vegetation Indices. Hein. Donc, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez regarder avec les données satellites. Donc, ouais, il y a tous des trucs. Ça, c'est debris. Donc, on a plein de trucs sur debris, c'est dans un autre papier de nos co-auteurs. J'y suis presque, parce que je suis la seule chose qui est entre vous et l'apéro. Donc ça, c'est nos amis géographes. Ça aussi, les Nations Unies ont pas mal travaillé là-dessus. On est, en tout cas, on a même regardé, comme vous voyez, l'impact sur l'agriculture. On a regardé sur tous les secteurs d'activité, sur le fait qu'il y a du rubble, comment on dit, les décombres. Voilà, les coûts on peut estimer ce que ça va coûter de déplacer des décombres. C'est quand même, vous pouvez imaginer pas mal de décombres. Il y a un coût que Donald Trump peut très bien estimer, évidemment. Il y a l'impact sur l'agriculture, parce que toutes ces zones ici, ça c'est des zones agricoles. Donc ça, vous pouvez regarder ça dans le papier. Et ce qui manque dans tout ça, c'est purement le flux. Hein. Nous, on calcule l'impact de la destruction sur le flux d'activité, parce que la luminosité nocturne, hein, c'est ni un flux ni un stock, mais c'est surtout un flux. D'accord ? Donc c'est une mesure c'est corrélé avec le PIB, avec les dépenses. Donc c'est pas le stock, donc ça nous dit strictement rien sur l'effet que ça a sur la santé de la population, les effets à long terme sur la nutrition infantile, etc. C'est purement la destruction, l'impact dans un certain sens sur les activités économiques ponctuelles qui sont, c'est ça le PIB en fait. Il y a rien aussi sur le capital. Rien du tout. Le coût des destructions. Rien du tout. Rien du tout. C'est purement une estimation de l'impact ponctuel sur l'activité économique. Donc, mais ce qui est quand même intéressant, parce que c'est un impact sur le PIB. Donc, Jean-Louis, il y a oui. une personne qui demande si tu voudrais rappeler le nom de papier sur la pauvreté de mon pays. Poverty mapping, donc c'est ELBERS, E-L-B-E-R-S. Tu l'as trouvé? Non, là, j'ai noté ce que tu as dit. Lanjow, L-A-N-J-O-U-W. Et puis c'est Lanjow au carré. Il y a un deuxième Lanjow. Ah là, oui, vous voulez nous faire travailler beaucoup. Et je pense que c'est Econometrica 1987, je pense. Je me trompe peut-être sur l'année, mais je suis à 99% de proba, 95 fois sur 100. Je pense que c'est Econometrica 87. Il y a une autre question en ligne? Pas seule. C'est une question de geek, ça. Mais si la personne en question regarde Poverty Mapping, c'est ce papier qui normalement qui sortira. Et il y a toute une. La personne en question aussi devrait tout simplement regarder sur le site web de la Banque mondiale. Il y a toute une section sur le site web de la Banque mondiale sur tout ce qui est Poverty Mapping. C'est vraiment un outil qui est super utile. C'est vraiment super utile. Quand on y pense, c'est tout con, mais c'est vraiment super. Alors ça, en termes de politique économique localisée, c'est formidable comme idée. Et c'est pour ça que tous les pays l'ont adopté. Donc, je ne vais pas faire tout un résumé. Je pense que vous en avez probablement déjà relativement marre. Le point ici, c'est quoi? Je pense que ce qui est important ici, c'est que toute cette méthodologie, que ça soit l'utilisation donc de la destruction au sol mesurée par Sentinel-1, que ce soit l'utilisation de luminosité nocturne, que ce soit le poverty mapping, il faut pouvoir mettre la main sur le recensement. Okay, parce que vous avez besoin des microdonnées de recensement. Ce n'est pas tous les gouvernements qui vont vous fournir les microdonnées du recensement. On a des bonnes relations avec le Palestine Bureau of Statistics, le PCBS, c'est PCBS, Census Bureau of Statistics, je pense. Donc, on a eu les microdonnées, on a les microdonnées sur tous les recensements. Donc, mais ça c'est le genre de truc, normalement, la Banque mondiale a accès à ce genre d'informations. Donc, la combinaison, en quelque sorte, de ces trois choses. Du poverty mapping pour établir le taux de change. À défaut d'avoir cela, vous pouvez utiliser des données macro, même si moi, je ne crois pas particulièrement. Mais ce qui est bien là, c'est qu'on a plus ou moins la même élasticité. L'utilisation de la luminosité nocturne comme proxy, comme mesure de l'activité économique au sol.
Et puis la destruction mesurée par Sentinel-1, c'est pour ça que nous, on commence à faire des trucs sur le Liban et sur l'Ukraine. Et toutes ces données sont en libre accès, sauf le recensement, d'accord? C'est le seul truc qui n'est pas en libre accès pour plein de pays, où les recensements peuvent être très anciens. C'est pour ça que c'est utile d'avoir une méthode de rechange en utilisant les données trimestrielles. Mais c'est une méthodologie qui est facilement reproduisible. Et donc, tous nos codes, pour les geeks dans la salle, vous m'écrivez, je vous envoie le papier, le supplementary material, et vous avez les liens vers tout le code qui est sur GitHub. Et j'espère que bientôt, ça sera publié joliment en PNAS. Explique-moi, comment le fait d'avoir de la luminosité nocturne permet de connaître l'activité, étant donné qu'on travaille de jour? Parce que... On travaille de jour et pas la nuit. Oui, on met plein d'activités. On va aller voir le boulanger à côté. Et c'est pas juste un truc qui est comme ça, en fait, c'est un angle. C'est pour ça qu'on peut voir ce qui se passe la nuit. Et il s'avère que c'est fortement corrélé. Avec les activités de jour? Oui, avec les activités de jour. C'est quand même mystérieux. Non, je ne trouve pas que c'est mystérieux. Il y a plein d'activités économiques qui se passent de jour comme de nuit. Mais il y en a beaucoup qui ne se passent que de jour. Mais il y en a beaucoup qui se passent que de nuit. Et quelle est la corrélation en fait? Ouais, non, mais je veux dire, si on mesure... une autre façon de le dire. Si vous voyez comment les données de PIB sont construites, hein, j'ai une histoire que je raconte toujours sur la construction des données de PIB. Donc j'étais en Gambie. En Gambie. En train de faire une évaluation d'impact, c'était une randomisation avec la banque. C'était le plus petit programme que j'ai évalué en termes absolus, mais ça représentait 2,5% du PIB gambien. Et vous savez, la Gambie, c'est quand même tout petit. Et donc, j'étais au magnifiquement nommé GBOS, Gambia Bureau of Statistics, appelé GBOS. On a l'impression que c'est un truc mafieux. Donc, et j'étais à GBOS, il pleuvait, j'étais dehors dans la cour de GBOS, j'étais en train de fumer une cigarette, dans la cour, il y a une fenêtre, il y avait tout un tas de détritus, de paperasse, et puis il y avait une fenêtre, et je me tourne, et boum, il y a un gros truc de paperasse qui arrive et qui tombe dans le monticule, qui devenait de plus en plus grand. Et donc, une cigarette, rien ne se passe. 5 minutes plus tard, même chose. Non. Et qu'est-ce que vous faites? Classifying the National Income Statistics. Okay? Donc, ils étaient en train de classer les statistiques pour la compta nationale. Si vous voyez dans plein de pays du Sud, si vous regardez par exemple les dépenses gouvernementales, vous avez déjà fait ça au Trésor à Dakar? Regardez les bouquins de compta, de companat, c'est des bouquins magnifiques. Ils sont comme ça, comme ça. Encore en 2000, il y a à peine 20 ans, hein, c'était encore tout écrit à la main. C'était magnifique, avec une écriture absolument splendide. C'est comme ça tous les comptes nationaux sur les dépenses des gouvernements locaux au Sénégal, c'était comme ça que c'était tenu. Hein. Donc, c'était très bien tenu, mais c'était quand même sur des gros cahiers comme ça. Si vous regardez comment l'Inde, jusqu'à récemment, calculait les inventaires, qu'est-ce que c'est quand même les inventaires, hein, dans l'investissement, dans la comptabilité nationale, les inventaires, c'est quand même un gros morceau hein, de l'investissement. C'était basé sur 4 observations, les 4 observations des trucs où le bureau de statistique allait regarder, et ensuite c'était extrapolé à partir de tout cela. Donc, quand moi je vois comment les chiffres de PIB sont calculés même dans les pays riches, et tout ce qui manque, honnêtement, un satellite qui me regarde l'activité à travers la luminosité, c'est pas trop mauvais. C'est d'ailleurs pour ça que je fais de la micro, je fais pas de la macro. Parce que quand on a vu comment c'est construit, même avec la meilleure volonté du monde, c'est quand même un tout petit peu... D'ailleurs, les statistiques sur les séries temporelles, elles sont entièrement guidées par la relation en 2014. Oui, bien sûr. Et 2014, comment on évalue la chute trimestrielle? Non, même quand on enlève ça, ça ne change rien. Ah bon? Même si on fait avec... Non, ça change. Même si on met une muette, on les a désaisonnalisés aussi d'ailleurs. Ah bon? Et ça ne change rien. Ouais.
On a une question. Est-ce que la valeur foncière d'un quartier peut nous donner une idée du niveau de richesse de ses habitants plutôt que de calculer le PIB? Ouais, mais dans ce cas, c'est un stock. C'est la richesse. Mais où est-ce que vous allez avoir la valeur foncière? Alors, tout le problème avec l'utilisation de données sur les valeurs foncières, c'est que dans la plupart des marchés, les transactions, au sens statistique, c'est un événement rare. D'accord? Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur le métayage, sur l'agriculture. Dans un pays, si je prends ton pays natal, si je prends la Tunisie, donc les gens ne vendent pas la terre. D'accord? Donc, c'est très peu souvent. Les terres sont louées, okay, mais elles ne sont pas vendues. Donc, dans un village, en Tunisie, il va y avoir une vente de terre, peut-être par année, si on a de la chance. Dans un village en Tunisie ou dans un douar marocain, il va y avoir une vente de terre par année. Et donc, vous allez extrapoler à partir de cette valeur la valeur de la terre ou la valeur du foncier à partir de cette valeur. C'est pas la valeur du foncier qui est intéressant pour les destructions, c'est la valeur du bâti. Oui, mais la valeur du bâti aussi. La valeur du bâti, il y a une hétérogénéité qui est énorme, et avoir des statistiques sur la valeur du bâti, ça aussi, pour Gaza, vous pensez qu'il y a des bonnes données? Je comprends ce qu'on est en train de dire. C'est comme ça, d'ailleurs, que les Nations Unies, ensuite, calculent, eux, le coût de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, en fait, d'ailleurs, juste en passant, pour la destruction, on a refait toutes nos estimations avec les données UNOSAP. Et donc, ça, c'est une mesure alternative de la destruction au sol, qui est faite par des gens des Nations Unies qui évaluent ce qui se passe au sol. Et on obtient plus ou moins les mêmes résultats. Exactement la même chose, pratiquement. En fait, moi, je voudrais apporter un complément aussi. C'est que si on veut évaluer, en fait, la destruction de l'activité, très souvent, c'est déconnecté de la valeur des bâtis parce qu'un bâtiment peut générer plus, en fait, de valeur en flux que, en fait, sa propre valeur. Ou moins, si on prend le cas d'un immeuble, par exemple, on peut regarder les loyers que l'immeuble génère. Ça peut être très faible, en fait, que la valeur de l'immeuble. Non, mais je comprends la question. Hein. Toutes les données sont bonnes pour améliorer les mesures imparfaites que nous avons de l'activité économique. C'est pour ça la luminosité nocturne, ce n'est pas une panacée, mais c'est un outil qu'on devrait utiliser plus souvent. Ensuite, il y a plein d'autres outils qu'on peut utiliser. Donc, Sentinel-1 ne peut donner que une évolution de la destruction. De la destruction, oui. Et de la reconstruction aussi. Et ensuite, le truc est reconstruit, on le voit. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune évaluation le traitement de l'image ne permet pas de dire ça a été bâti en ciment, ça a 6 étages. Ça... On a une idée de la taille du bâtiment. Ouais, ça, parce que comme les trucs arrivent de biais. Ça donne quand même une idée assez forte de la valeur du bâti, quand même. La taille. Ça, je laisserai répondre mes co-auteurs qui connaissent bien ces données. Je m'en être là. Je pense que I'm the only thing between you and un apéritif. Donc, il est quand même 7h15.